Bienvenue à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette conférence autour du peintre Vincent Van Gogh. Welcome and thank you for joining us for this talk about the painter Vincent Van Gogh. Avant de commencer cette conférence, je tenais à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés à l'Alliance française de Toronto font partie des terres ancestrales des Premières Nations. Cette région fait partie du territoire traditionnel des Wendats, des Anishinaabe, des Haudenosaunee et des Mississaugas de la rivière Crédit et de la nation Métis. Before starting, I wanted to point out that the lands on which we are gathered on the Alliance Française Toronto are part of the ancestral lands of the First Nations. This region is part of the traditional territory of the Wendat, Anishinaabe, and Haudenosaunee, the Mississauga of the Credit River, and the Métis Nation. Alors, vous avez sûrement et certainement tous déjà entendu parler, je pense, de Vincent Van Gogh et vu quelques-unes de ses œuvres. Aujourd'hui, grâce à Ophélie, vous allez, et nous tous, on va pouvoir en apprendre un peu plus sur ce célèbre peintre, son histoire et son œuvre en général. D'ailleurs, certains la connaissent déjà. Ophélie, elle est passionnée d'art et de culture. Elle a été guide touristique et connaît très bien toute l'histoire de l'art. Elle a travaillé également à l'Alliance française et nous partage sa passion en ligne depuis quelque temps avec la pandémie. You have probably all heard of Vincent van Gogh and see some of his works. Today, thanks to Ophélie, we will learn more about this famous painter, his history and his work. Some of you already know her. Ophélie is an art lover and she has worked as a tourist guide and know her art history very well. She worked for a year for the Alliance Française Toronto and has been sharing her patients online since the health crisis. Donc, je vois que tout le monde arrive un peu au fur et à mesure. On va bientôt commencer cette conférence. Toutes vos questions sont les bienvenues. N'hésitez pas surtout à les poser dans le chat pendant la présentation. Ophélie essaiera d'y répondre autant que possible. Et moi, je regarderai s'il y a des questions. We are going to start soon. All your questions are, of course, welcome. You can add them in the chat during the presentation, and Ophélie will try to answer them. Donc, je vous souhaite à tous une belle conférence. Je vous laisse entre de bonnes mains et je vais laisser la parole à Ophélie. Have a great talk. I hope you will enjoy it. Eh bien, merci Estelle. Bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour cette conférence. So, thank you very much for your kind words and introduction, and welcome to everyone for the talk. I hope you will enjoy it. Donc, juste pour le déroulé de la conférence, on va faire la première partie. En fait, à chaque fois, je vais parler en français et traduire en anglais ensuite. Comme ça, je suis sûre que vous comprenez. So every single time I talk, I'm going to speak in French first and then translate in English. Si vous avez des questions sur Van Gogh, évidemment, mais également sur le vocabulaire, sur un élément qui n'est pas forcément abordé ou qui vous intéresse, posez les questions dans le chat. Je répondrai soit pendant la conférence, soit à la fin de la conférence pour les questions un peu plus générales. Mais n'hésitez à aucun moment à poser les questions, ça crée un échange et c'est super agréable pour tout le monde. So if you have any question at all, as Estelle pointed out, you can ask the question on the chat. Please don't hesitate to ask the question. It doesn't matter if it's about the talk, about Van Gogh, about a detail that you want to know more about, or even just a vocabulary question that you want to be sure about the word in French or in English. Every question is welcome. And I love when we can just
talk together. It's really, really nice for everyone, I think. Très bien. Donc, je vais installer l'écran partagé et puis on va commencer à parler de Van Gogh. Voilà. So I'm gonna set everything. Technical moment. Okay, and everything is fine. The chat, I can see the chat. Just gonna see. Also, just so you know, it's really nice for me. Sometimes some of you have the video on. It's really, really nice for me. And I thank you very much for everyone who has the video on. You don't have to, but it's really nice for me because I can see your faces and your reaction to the talk. Even if I have bad humor, I can see that you're laughing or not at all. So it's really good for me. Donc, si vous voulez mettre votre vidéo, vous n'êtes pas du tout obligé, mais c'est très agréable pour moi parce que je vois vos visages, vos réactions à mes bonnes et à mes mauvaises blagues. Donc, c'est super. Donc, on parle aujourd'hui de Van Gogh, Vincent Van Gogh, qui est pour moi un artiste très important parce que c'est l'un des artistes que je préfère et c'est surtout un artiste qui m'a fait aimer l'art quand j'étais jeune. Donc, j'étais particulièrement heureuse de préparer cette conférence. So today we talk about Vincent van Gogh and it's something special for me to talk about him because he's one of my favorite artists, and also it was extremely important when I discovered art, because I also discovered art through Vincent van Gogh's work. And he's one of the artists who made me love art in general. Donc, Vincent van Gogh, déjà, on va le dire tout de suite, sa vie est triste, assez déprimante. Il était complètement fou sur plein de points. Donc, vous allez voir, ça va être une vie très rapide, avec un art incroyable sur un temps assez court. Et surtout, il a commencé à être artiste assez tard également. Donc, on va faire, dans un premier temps, en fait, je vais juste un peu vous raconter tout ce qui lui est arrivé avant qu'il devienne artiste. So, Vincent van Gogh, I have to warn you, because unlike other artists, well, his life was very, very short, and he just like popped out of nowhere, lived in a crazy way, and he was kind of mad as well, and then just died. So it's going to be a very short lifetime, but with so many masterpieces you're going to see, it's quite incredible. And before we talk about Vincent van Gogh, the artist, well, he wasn't an artist at first, and that wasn't his first project. So I'm just going to talk a little bit about, well, how he became an artist. Donc Vincent van Gogh, au tout début, lui, il est né en 1853 et il naît dans une famille avec un père qui était pasteur protestant, une famille très sérieuse, très cadrée. Et dans la famille, soit on était pasteur, soit on était marchand d'art. Bon, donc il y avait quand même la petite veine artistique. Et Vincent, au tout début, décide de devenir plutôt marchand d'art. Et donc, en 1869, il est assez jeune, il se forme pour devenir marchand d'art. Et à 20 ans, il travaille à Goupil et compagnie, donc à Londres, et il fait carrière et tout se passe bien. À 20 ans, tout se passe bien pour Van Gogh, il est marchand. So at first, Vincent van Gogh was not an artist. He grew up in a family, he was born in 1853, and he grew up in a Protestant family that was rather strict. And it's kind of funny because in the family, you can become two things, either an art dealer or a pastor. And at first, Vincent decided to become an art dealer. So that's what he chose. And he trained for it. And when he was 20, it was kind of successful, a kind of successful art dealer at Goupil & Company in London. And this is, according to some, his most happy year in his life. Et pour certains, cette année de 1873 à Londres, c'était l'année la plus heureuse de sa vie. Le problème, c'est que en 1876, il est licencié parce qu'il est trop extrême dans sa vue sur l'art. Pour lui, l'art, ça ne se négocie pas, ça ne se vend pas. L'art, ça se vit. On voit déjà qu'il est assez intense comme personnage. Et il se fait licencier et il décide donc de devenir, deuxième option, pasteur. Logique. So the problem is that in 1876, he got fired from his job because he was
way too extreme when he was dealing art, and he thought that art was not something that you deal with. It was something that you lived, it was something that you experienced, but it was not something you put a price on. So he got fired, and he decided to take the second option of the family, that is becoming a pastor, of course. Et donc, il décide d'étudier la théologie. Et là, pareil, il va échouer en tant que pasteur. Il va partir dans les mines en Belgique, à vivre dans des conditions misérables. Et une fois de plus, il est trop extrême pour l'Église qui va lui demander de partir parce que un pasteur, un missionnaire, ça ne vit pas dans les mines, et Van Gogh, en fait, est beaucoup trop intense. So the second option is becoming a pastor. So he studied theology, and he went to the mines in Belgium as a missionary as well. The thing is, the church kindly asked him to not become a pastor and to stop what he was doing because, once again, he was too extreme for the church as well. Because he was going down in the mines, because he was living in terrible conditions, because he thought that as a missionary, he had to give away all material goods and so on. And so back to the starting point at his parents' family, and there he decides to become an artist. And that's where it starts. Et donc, on est en 1880, et là, il retourne chez ses parents, et il décide de devenir un artiste. Il étudie l'art, et il va commencer à produire ses premières œuvres qui vont ensuite être gardées. Et en 1882, c'est une date importante, puisque 1882, son frère Théo, dont on va parler ensuite, devient un marchand d'art qui, lui, qui a une situation, qui a de l'argent. Et donc, Théo dit à Van Gogh, à Vincent, son frère, « Je te donne de l'argent, fais ta carrière, et moi, je paierai pour que tu puisses travailler et faire ce que tu veux. » Donc, à ce moment-là, Vincent, financièrement, peut devenir artiste et se consacrer à ça. So, in 1882, it's very important because that's the year when Vincent decides and can become an artist because his younger brother, Theo Van Gogh, we're going to talk about him later as well. Theo Van Gogh has a job as an art dealer, and he says to Vincent, well, brother, I have a job. I can give you money. You can do what you want to do. I will give you money and just work as an artist. I will help you, financially speaking. And that's when Vincent really starts as an artist. On a assez peu d'œuvres de Vincent Van Gogh quand il est très jeune, de ses premières œuvres. Là, vous en avez une de 1882, Les Toits de La Haye. Donc, on voit en fait qu'il n'a pas encore trouvé son style. Hein, il est encore très académique. So we have very few artworks by Van Gogh when he was very young, when he started as a painter. But here is one, 1882, The Roofs of La Haye. And you can still that he has still a quite classical style. It's not the Vincent Van Gogh that you will know afterwards. Un tableau aussi très intéressant parce qu'on ne devine pas du tout que c'est du Van Gogh, c'est Les Mangeurs de Pommes de Terre. The next painting I want to show you is an extremely interesting painting because if you don't know what Van Gogh did before the most successful artworks that he painted, this is one painting that you will never guess was from Vincent Van Gogh. That's the Potato Eaters, right here. Donc, Les Mangeurs de Pommes de Terre, peint en 85. On voit qu'il est déjà assez moderne dans sa manière de peindre, mais c'est très sombre, c'est très glauque. Et lui, il s'intéresse vraiment à la misère humaine. C'est ça qui le touche. Et on sent à ce niveau-là qu'il est encore très proche des mineurs qu'il allait aider en tant que missionnaire. Et il y a encore ce rapport très, très, très dur avec la misère humaine qu'il veut peindre et représenter. So this painting, The Potato Eaters, you can see that it's already quite a modern artwork because you can see that the style is quite rough, but the palette is really, really dark. And it also tells you a lot about Vincent van Gogh, and the first subject of Vincent van Gogh were really about the human misery, and you can still feel the missionary that went down in the mines to help the miners to work and so on. Et ensuite, on est en 85 ici, et 85, c'est un an avant 1886, 1886 qui va être le moment de bascule dans la vie de Vincent van Gogh, puisqu'en 1886, il quitte
la Hollande et il décide d'arriver à Paris. Paris qui est le centre culturel à ce moment-là où tous les artistes apprennent à peindre et découvrent les dernières créations artistiques, l'avant-garde artistique. Tout se passe à Paris. Et donc Vincent va à Paris pour étudier l'art moderne et devenir un artiste à succès. So in 1886, just a year afterwards, it's an extremely important year as well because that's the year when Vincent decides to move to Paris and to study the modern art in Paris, especially the avant-garde artists working in Paris and innovating in Paris. So Vincent leaves the Netherlands, moves to Paris, and there everything is going to change for him. Avant qu'on passe à cette phase très importante, 1886, l'art moderne, Van Gogh qui découvre les plus grands artistes de ce temps-là, y a-t-il des questions pour le moment? So before we move to the next part where Van Gogh meets the greatest modern artist of the time in Paris, before everything changes for him, is there any question so far about the early part of his life? Alors, j'ai une question de Jeanne. Si je comprends bien, son frère était une sorte de mécène. So Jeanne asked, if I understand you well, his brother Theo was some sort of, how do you say mécène? I forgot. Was supporting him financially. Estelle, est-ce que tu peux juste me souffler? Benefactor patron. Thank you very much. Thank you very much. Donc oui, tout à fait. Hein, Van Gogh, Théo était complètement un mécène pour Vincent. Et même plus que ça, en fait, parce qu'il a été son mécène, il lui a donné de l'argent pour qu'il puisse peindre. Il a été son agent, puisqu'il a aussi essayé de vendre des œuvres de son frère, il l'a présenté dans des galeries. Et il a été son frère, tout simplement, puisqu'il a soutenu moralement dans toute sa vie, qu'il a été là quand il était malade, qu'il a guidé dans sa recherche artistique et que Théo, en fait, a toujours cru dans le talent de Vincent Van Gogh. Donc, il a été son mécène et beaucoup plus. Et c'est un personnage essentiel dans la vie de Vincent Van Gogh. So, just in English. So, yes, he was indeed his patron, but not only that, because he also tried to sell Vincent's artworks. He also showed them in his galleries as he was an art dealer, so he could do that. He also helped him as a brother by writing letters, by supporting him in his art research, by just trying to be there when Vincent was sick or got sick or has his nervous breakdown. Theo Van Gogh was there for him all the time. And for that reason, Theo Van Gogh is extremely important in Vincent Van Gogh's life. Une question de Kate aussi, est-ce que Van Gogh parlait français? Tout à fait, il parlait français et il parlait très très bien français. Et c'est d'ailleurs intéressant parce qu'en fait, à partir de 1886 à peu près, toutes les lettres de Vincent Van Gogh vont être écrites en français. Même à son frère Théo, il écrit en français. Et ce qui permet à nous, historiens ensuite, pas pour moi francophone qui ne lit pas le hollandais, eh bien, le néerlandais, je peux lire en fait les lettres de Vincent en français puisqu'il les a écrites en français. Mais il parlait le néerlandais, l'anglais et le français couramment. So, yes, Vincent was speaking and writing in French letters, especially after he moved to Paris. And what's interesting is that he was also writing in French to his own brother, Theo, which is very useful for people like me or just art historians, because you can read Vincent's own words in French. If you want to do it, try it. It's okay. And it is written in French. And also he was also speaking in English and writing in English when he was talking to English painters. Okay. Oh, I have just a question about how you pronounce Van Gogh name. Donc j'ai une question sur comment on prononce Van Gogh. Je n'en sais rien. Il y a différentes versions. Il y en a qui disent Van Gogh, il y en a qui disent Van Gogh. Il y en a en néerlandais, apparemment, le plus proche serait Van Gogh ou Van Gogh.
Van Gogh? Personne n'est sûr. En français, généralement, on prononce ça avec notre bel accent français qui donne quelque chose comme Van Gogh. Et vous pouvez prononcer ça comme vous voulez. So I have a private question about how you pronounce Van Gogh name. Some say Van Gogh, like I do. Some say Van Gogh, and you almost don't hear the last sound. And some say something more Dutch sound, like Van Gogh. But it's really up to you. Like you can say it with a French accent, and that would be Van Gogh. And there is also a question about isn't there new information that his sister was also very important to his art? Donc, est-ce qu'il y a il y aurait apparemment aussi des nouvelles informations concernant l'importance et le rôle de sa sœur dans l'art de Van Gogh? Personnellement, dans mes recherches, j'ai pas vu vraiment sa sœur qui avait un impact significatif dans son art. Il a écrit des lettres à sa sœur, mais elle n'a pas été essentielle de ce que j'ai lu en tout cas. En revanche, on va en parler, mais sa belle-sœur, donc la femme de Theo Van Gogh, va être très importante, effectivement, Johanna. So, according to what I've read, but also it's sometimes just my research, it's not his sister that was extremely important to his art, but rather his brother Theo, but also, and we're going to talk about her later, Johanna. Johanna was Theo's wife, and she became, at the end, after Vincent van Gogh's death, she became extremely important because that's thanks to her that he became famous. But we're going to talk about that later on. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, je continue. Donc, on arrive en 1886. 1886, c'est une année très importante à Paris parce que Paris, à ce moment-là, évolue très, très vite dans l'art. On a eu le mouvement impressionniste qui a commencé avec Monet notamment et Renoir et Impression Soleil Levant ici qui a donné son nom à tout le mouvement impressionniste, une nouvelle manière de peindre, une nouvelle technique, une nouvelle théorie de l'art incarnée par les impressionnistes. Van Gogh peut également voir Puvis de Chavannes, qu'on connaît un petit peu moins, qu'on a un peu oublié, mais c'est un artiste qu'il va énormément admirer parce que c'est un artiste très sage, avec un message généralement quand ses tableaux sont en plein de symboles à l'intérieur. Et ça, vous allez voir que pour Van Gogh, la peinture exprime quelque chose par sa couleur, par sa forme. Donc ça, c'est des artistes que Van Gogh va voir directement et qui vont l'influencer. So in 1886, it's extremely important in Paris because things are moving extremely fast in art. It's moving fast because back in 1874, there was a first Impressionist exhibition, and this is the painting that gave its name to the whole movement of Impressionism. That's Impression Rising Sun by Monet, painted in 1872. And Impressionism changed the game in art because it's a whole new technique, it's a whole new theory of art, it's new aesthetic as well. And Vincent can see all these artworks and meet all these artists at the same time in 1886. Also, he can see some artworks by Puvis de Chavannes, who is an artist that you might not know, but who had tremendous influence on him because of his very sober, very serious and very symbolic paintings. 1886, c'est également l'année de la dernière exposition impressionniste. Donc après ça, l'impressionnisme, le mouvement se ferme et on change, on passe par ça devient le néo-impressionnisme. Et en 1886 sera présente ce tableau un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte, qui est un tableau qui est une révolution dans l'art parce que il dit un peu en fait l'impressionnisme, c'était bien, mais c'est fini. Maintenant, on fait quelque chose d'autre et on va faire un style beaucoup plus scientifique où on va faire des points qui s'appelle le pointillisme. Donc, en fait, la peinture est peinte par petits points de couleur et on réintroduit la peinture dans l'atelier. Donc, c'est vraiment, en fait, il dit maintenant, on quitte l'impressionnisme, ça, c'est du passé et l'avant-garde artistique, c'est quelque chose d'autre encore. Donc, à nouveau, nouvelle explosion révolutionnaire dans l'art. So 1886,
when Vincent arrives, is also the year of the very last Impressionist exhibition. And we call it the Impressionist exhibition, but it's not really Impressionism anymore because there is that huge painting by Seurat, which is basically a manifesto against Impressionism, exhibited in the last Impressionist exhibition. Because by that painting, that huge, massive painting, Seurat is stating that, well, Impressionism with that very big fluid movement of the brush, it's over, and you need to think about painting with a more rational way, and the avant-garde is not anymore Impressionism, it's Neo-Impressionism, it's what comes afterwards. And so that painting is a big manifesto, and it's a huge statement for the new avant-garde art, in which Van Gogh is going to play a big, big role. Donc Vincent, à ce moment-là, lui, il est encore jeune artiste, il n'a pas trouvé son style, et donc il va s'entraîner aux côtés des grands artistes, notamment de Seurat, et il va peindre Paris, et il va changer son style. Donc on va voir un changement radical dans son style très, très vite. So Vincent just arrives in Paris, and everything is going to change very fast for him because he meets Seurat, he meets Toulouse-Lautrec, Pissarro, and all these new modern artists. And with their influence, side by side with them, is going to change his style in a very, very fast way. And you can see 1886, you can see that there is a very light palette, and his paintbrush is very much more faster and more fluid than just before with the potato eaters. He paints the landscapes in Paris, just like the modern artists do, and so on. So he changed very fast, and he adapts his style to the new fashion. Donc, Van Gogh arrive à Paris, et il va changer son style, il va adoucir ses couleurs, sa palette est beaucoup plus claire, son pinceau est beaucoup plus rapide et beaucoup plus fluide. Il s'intéresse aux paysages parisiens comme les grands artistes modernes, il va peindre en plein air, à l'extérieur. Donc là, on voit, il s'intéresse à ça, mais il va aussi expérimenter les techniques des artistes modernes, des artistes d'avant-garde. So he's also going to try and experiment with a new technique of the avant-garde artist, especially Signac. Donc, particulièrement Signac. Signac va beaucoup l'intéresser. Signac qui, comme Seurat, peint avec des petits points comme ça. Et Van Gogh va essayer à son tour avec des points là dans le ciel. Sauf qu'on voit qu'avec Van Gogh, en fait, il fait un peu ce qu'il veut quand même, puisque il peint avec des points ici. Mais par contre, là, c'est des grands traits de peinture. Donc, il n'applique pas du tout la technique de Signac sur tout son tableau, mais il pioche ici et là des choses qui l'intéressent pour trouver son propre style, sa propre voix. So, Van Gogh is going to go with Signac and paint en plein air, outside, and especially here at the factories at Asnières. And what's pretty funny is that you can still see that he tries the new methods of his friends and the other modern artists, like for instance, the dots over here that paints the sky, which actually kind of reminds you maybe of these little dots. They were much more smaller and thinner, but it's exactly the same technique. The only thing that while Signac is trying that technique for the whole painting, Van Gogh just really does whatever he feels like. And he takes that technique for here, but there he keeps his very big paint brushes like that. It's more Impressionism style. And you can see that he's actually trying to find his own way of painting and try to find his own voice. Un autre élément qui va être très important dans la vie de Van Gogh, c'est que il va avoir effectivement l'influence des artistes d'avant-garde du néo-impressionnisme, mais il va également découvrir l'art japonais. So another thing that is going to play a huge importance on Vincent van Gogh's style is Japanese art. Donc à Paris, au 19e siècle, il y a plein d'art qui arrivent du Japon, et donc les artistes découvrent ce qu'on appelle le japonisme, c'est-à-dire l'art japonais, et vont être fascinés par l'art japonais. Et ils vont le copier parfois, et c'est ce que va faire Van Gogh. Il va copier littéralement
l'art japonais en trouvant que c'est magnifique, c'est le summum de l'art moderne. Et là, on voit, ça c'est Hiroshige qui a peint cette œuvre, et ça c'est Van Gogh qui copie exactement le même modèle. Et là, Van Gogh à nouveau, mais qui copie un modèle japonais en inventant un petit peu un décor sur le côté. Et en fait, le Japon va vraiment incarner pour eux un idéal non seulement artistique, mais pour Vincent en plus, un idéal de vie en sérénité, avec des couleurs douces, un monde en harmonie avec la nature et avec l'âme. Et ça va être important pour la suite. So, in the 19th century, Paris discovers really Japan and its art, because Japan politically is moving, is opening to Europe at the time. And so art arrives in Paris. And some artists like Vincent are going to literally copy Japanese artwork. And it's very funny here. You can see Hiroshige original artwork. And this is Van Gogh copying Hiroshige and doing exactly the same, a tiny little bit in his own style, but you can literally say it's almost exactly the same. It's also going to try and just reinvent a little bit that kind of Japanese artwork with he's a courtesan, and he just does these things over there to change a little bit and to bring his own touch. If Japan fascinates Vincent van Gogh and other artists, but also especially Vincent van Gogh, it's because Japan, according to him, represents not only the most beautiful, the most perfect art with a perfect technique with the color, with the composition of the artwork, but it also represents a way of life. And for him, Japan means being at harmony with oneself, with society, with nature as well. And that's what Vincent aims for himself. So that's Paris for him. Donc c'est vraiment Paris pour Vincent, c'est le moment où il va se confronter à plein d'influences, plein de techniques, plein de visions de l'art différentes. Le problème, c'est que Paris, pour Vincent van Gogh, c'est aussi les soirées à Paris, c'est l'alcool, c'est les bordels, c'est l'absinthe. Et Vincent, en fait, dès son très jeune âge, c'est quelqu'un qui a des gros problèmes de dépression, qui a une santé mentale très instable. Et en fait, il va craquer complètement. En particulier à cause de l'absinthe, la fée verte, qui va détruire son cerveau. Et donc, en 1880, fin 87, début 1888, il comprend qu'il doit quitter Paris parce qu'il va complètement se détruire en fait s'il reste à Paris. Et donc, il décide de quitter Paris malgré tout ce que ça lui apporte pour descendre dans le sud de la France. Et ça va être la troisième grande partie de sa vie. Il est devenu artiste, mais il quitte Paris et il développe son propre style tout seul dans le sud de la France. So for Vincent van Gogh, Paris is like a melting pot of cultural influences from Japan, from other artists. It's new methods. It's the great masters of art that he discovers and can see in the museums. But Paris for Vincent is also the brothels, the absinthe, alcohol, huge alcohol and smoking as well. And that leads him to a complete emotional breakdown. Since he was very young, he had depression. The nerves are just really hard for him to keep at stable. And at some point, he just understands that if he stays in Paris, he's gonna probably kill himself or destroy himself, that's for sure. So he decides at the end of 1888, beginning of 1888, he decides to leave Paris and move to the south of France, where he hopes things are going to be quieter and where he can actually also find his own style and away from all these influences. So that's the next part of his life. It's moving to the south of France in Arles. Before we get there, any question? Avant qu'on arrive à cette partie-là, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Ça marche. Alors, de toute façon, à la fin de la conférence, il y aura aussi un moment pour poser des questions, donc il n'y a pas de souci.
So anyway, if you have no question right now, it's no problem, because at the end of the talk, if you want to, we can also, you can also ask me any question that you feel like. On arrive à Arles. Arles qui va être, donc Arles, sud de la France, par ici. Et Arles, ça va être vraiment, en 1888, ça va être l'endroit où Van Gogh va peindre tous ses chefs-d'œuvre, ou presque. Toutes les toiles, ou presque, que vous connaissez de Van Gogh, la plupart viennent de 1888-1889. C'est vraiment une période d'intense créativité pour lui. So you'll see that when he arrives to Arles, we are in 1888. All the masterpieces, almost all the masterpieces that you've probably seen from Vincent van Gogh come from that time in his life, where he had like a tremendous energy to paint, and he tries new things, but in his own way. So it's great. You see, it's going to be masterpiece after masterpiece after masterpiece. It's almost towering, too much greatness. Donc là, on est devant les Tournesols, une œuvre que j'aime beaucoup parce qu'elle brille de lumière, on dirait. Enfin, vraiment, on voit le soleil dans les tournesols. Donc cette toile-là, en fait, il l'a peinte parce qu'elle devait décorer la Maison Jaune. Et la Maison Jaune, c'est un projet qu'il avait à Arles. Il avait décidé qu'il louait une maison toute jaune, avec des murs tout jaunes. Et il allait inviter des artistes, tous les artistes qu'il admirait, pour venir travailler avec lui, créer un grand collectif d'artistes et ensemble créer, inventer et définir l'art de demain. Et donc, il invite d'abord Gauguin, dont il est grand fan, très grand admirateur, et il veut faire venir Gauguin, et comme il est très admiratif de Gauguin, il se dit « il faut que je décore la Maison Jaune avec des beaux tableaux pour l'attirer ». Et donc, je vais mettre des tournesols partout. Et donc, il peint ces tableaux pour décorer la Maison Jaune pour la venue de Gauguin, qui a promis de venir bientôt travailler avec Van Gogh à la Maison Jaune. So, the Sunflowers that you can see there is a painting that I especially love because it's so bright, and you can see really the sun in the sunflowers. Shining like that. It's very simple as well in the composition, but it's so beautiful with the colors. And the sunflower is actually part of a bigger project for Vincent. The project is he's renting a yellow house, which is basically a house in Arles with yellow walls, simple like that. And his big project, is to invite artists, the greatest artists, or the artists that he loves, from France. He invites them to Arles in the yellow house so that all these artists could work together, paint together, inspire each other, and that would be beautiful. It's really an utopia for him, but it would be a beautiful project. And the first artist that he really wants here is Gauguin, because Gauguin is one of the greatest artists according to Vincent. Vincent is a huge fan of Gauguin's work, and he wants him there. And so to make him come to Arles, to the yellow house, he decides to decorate the whole house with beautiful paintings, especially the sunflowers. And so that painting is at first to decorate the house and make it more beautiful, but also to show Gauguin what Vincent can do and to, well, attract him to Arles. And it's going to work because Gauguin is going to come in October, end of October. So pretty soon, August, and just 2 months later, Gauguin is here. Un autre tableau que Vincent va peindre à cette époque-là, c'est le café le soir. Ici, ce tableau magnifique toujours, avec un contraste de lumière, le jaune de la terrasse ici qui brille avec le bleu de la nuit magnifique, qui vous montre aussi que cette époque-là, pour Van Gogh, c'est une période de sérénité, de chaleur humaine aussi, où il regarde la nature et c'est pas trop tourmenté à cette époque-là. Il va plutôt bien, ce qui est chouette pour lui. So it's also during that time that Vincent paints that beautiful painting where you can see the human warmth of the bar over here, of the cafe right there, with the yellow color
contrasting with the deep blue of the night. And the color is just so wonderful, I think. You can see that in the painting, even though Van Gogh is not actually in the cafe, you can see that, well, he's actually feeling pretty good. That's what the painting actually says, that everything is pretty fine. He's just enjoying a warm night and a good time in Arles. And that's one of the happy times in his life. So it's a good thing. Pour autant, c'est aussi à cette époque-là qu'il peint le café de nuit, the night coffee over here. Donc c'est aussi à cette époque-là that's also at the time that he paints that very weird and bothering, I think, painting called The Night Cafe. Le café de nuit pour Van Gogh représente, incarne vraiment toute la détresse humaine. Pour lui, ce café ici, c'est un endroit où on devient fou, où on se suicide, où on se blesse. Donc, il représente vraiment la misère humaine. Et les couleurs qu'il utilise incarnent justement cette détresse avec un vert très vif, un rouge sang et une flamme qui brûle ici et qui, lui fait mal, en fait. Et ça vous montre aussi que pour Van Gogh, les couleurs ont un sens. Elles dégagent une émotion. Et c'est une des raisons pour lesquelles les œuvres de Van Gogh sont si puissantes, je pense. C'est parce qu'en fait, pour lui, chaque couleur a une émotion, exprime une émotion. So, September 1888 is also when he paints that painting, The Night Coffee, which is a very dark painting, not with the colors, but with the message it sends. Because according to Vincent, that cafe is the place where you become mad, that drives you mad, that can bring you to suicide, that just makes one man destroy himself. And to express that feeling that he has, he decides to use a very bright green over here, almost blood red on the walls, and that light over here that burns like a sun in the cafe with that extremely bright light. All of this also shows you that, according to Vincent, each color expresses an emotion, a feeling, and I think that's one of the reasons why Vincent's paintings are so powerful, is because each color that he uses actually is meant to bring out an emotion in you when you see the painting. And in Vincent's way of painting, it expresses an emotion. And that's probably why his paintings are so intense to look at. Et finalement, en 1888, octobre 1888, Gauguin arrive, ce qui est génial pour Vincent parce qu'il va enfin travailler avec son idole et il va pouvoir peut-être développer un nouveau style. Il est prêt à tout ce que ça peut lui apporter de côtoyer Gauguin et de travailler avec lui. So in October 1888, finally Gauguin arrives. And that's a huge moment for Vincent because he thinks that maybe everything's going to change because his style might change and he's going to work with that great Gauguin. So he's very, very excited about that. The thing is, it's not going to go as well as hoped. Donc ça va pas se passer aussi bien que espéré entre Gauguin et Vincent. Ils vont travailler ensemble, mais ça va être dans la douleur parce qu'ils ont des méthodes de travail extrêmement différentes et des visions sur l'art très différentes et que les deux ont un caractère explosif. Et donc, ça va exploser, effectivement. So, when I said that it didn't went very well between Gauguin and Vincent van Gogh, there was different reasons, but mostly it's because they had different styles, but also different theories of art, different vision of what art should be. And it could have went well even when they disagreed. The problem is they both had very bad character and they were like explosive and together, and that's what happened. Everything exploded in the end. So for 3 months, Gauguin stayed
at Vincent's place in the yellow house, and they painted together. And Vincent really tried hard to, well, work with Gauguin and step out of what he knew and try new things, and especially tried painting from imagination. So paint not what he sees, not en plein air, not outside, but from his mind. And that brought that painting, especially, that Vincent said in his letter to Theo that was extremely hard to paint for him and made him suffer a great deal. Donc Vincent va vraiment essayer de s'adapter à Gauguin et à ses méthodes, et notamment il va essayer de peindre de mémoire, d'imagination, ce qui n'est pas du tout ce qu'il fait normalement. Normalement, Van Gogh va dehors, il va peindre en plein air, et sauf que c'est pas ce que fait Gauguin. Et donc, au contact de Gauguin, Vincent va essayer de peindre d'imagination, et ça donne ce tableau-là, qui est un tableau que je trouve très beau, mais Van Gogh, excusez-moi, mais Vincent Van Gogh va dire dans ses lettres à Theo Van Gogh qu'il a beaucoup souffert quand il l'a peint, et que ça a été très, très difficile pour lui. Et finalement, la situation explose entre Vincent Van Gogh et Gauguin une nuit du 23 décembre 1888. Ils ont tous les deux beaucoup bu. Et Vincent va attaquer Gauguin avec une lame de rasoir. Gauguin s'enfuit et Vincent va prendre son oreille, va la couper, va la mettre dans une boîte, va l'envoyer à une jeune fille qui travaillait dans un bordel pas loin, et ensuite va s'effondrer sur le plancher pendant que Gauguin s'enfuit. Super. Donc, in the end, we are on the 23rd December of 1889, and things explode because, well, might be because of alcohol, because they were probably both very, very drunk, Gauguin and Van Gogh. But the thing is, Vincent took, the story says, Vincent took a razor blade and started running after Gauguin, and then he just couldn't catch Gauguin, so he cut his own ear. And then he put the ear in a box and sent it to a young girl walking in a brothel nearby. Well, Gauguin was just running away because of that madman. And Van Gogh was found the next day, his ear cut and sent away, and he was healed, but then he understood that he just wasn't fine in his head, that he really need psychological help. And he decides in 1889 to go to an asylum because he understood that he was not okay and he couldn't stay by himself. And Gauguin just went back to the north of France. Donc, suite à cet accident et au fait que Gauguin, Van Gogh qui se coupe l'oreille, Gauguin qui part, le lendemain, le 24 décembre 1889, Van Gogh est découvert et il se fait soigner à l'hôpital. Et en fait, il va rapidement comprendre qu'il va très mal, qu'il a besoin d'aide. Et donc, il décide de partir à l'asile. Donc, un hôpital psychiatrique, aujourd'hui, on dirait, mais à l'époque, c'était l'asile. Et en 1889, il va à l'asile et là, il va se soigner tranquillement et avoir de l'aide. D'ailleurs, pour information, je vous parlais du fait que Theo Van Gogh avait été important pour Vincent. Un exemple tout simple, c'est que quand Theo va apprendre que Vincent s'est coupé l'oreille et qu'il a fait une crise, la veille, il a demandé Johanna en mariage. Et en fait, il va laisser sa fiancée à Paris, il va descendre s'occuper de Vincent le soir de Noël de 1888, juste après sa demande en mariage, et il s'occupe de son frère. Et il l'a pour lui. Et il met sa vie privée, entre parenthèses, pour son frère. Donc, on voit vraiment aussi un homme qui a tout donné à Vincent et qui a été extrêmement généreux avec lui. So also just talking about Theo Van Gogh, I'm mostly going to talk about him as the one who helped financially Vincent Van Gogh throughout his life, but also as a brother, he was really a great man because, for instance, when he heard that Vincent cut his own ear and had a nervous breakdown, the day before
he learned about all that. He had just proposed Joanna. And when he's going to hear the news, he's just going to leave Joanna behind, move to Arles, take care of his brother, just talk with him and so on. And then he goes back to his, well, to-be wife, Joanna. So he's really a man of commitment who helped his brother throughout his own life and deserves respect for that. Donc c'est de Saint-Rémy, donc Saint-Rémy de Provence, où est l'asile, que Van Gogh va peindre ce tableau. Et on voit en fait, c'est peut-être la crise et la dépression qui créent ça, mais ce mouvement dans les étoiles qui apparaît. Et ça, on pense que c'est lié aussi en fait à sa folie qui apparaît, où tout devient en mouvement, tout bouge comme ça de manière assez fascinante, comme si le ciel devenait de l'eau, ce que je trouve magnifique personnellement et assez hypnotisant, quoi. So it's through his window at Saint-Rémy de Provence in the asylum that he paints that beautiful starry night. And some say that it's because he was actually going mad, that everything is swirling like that and moving like that, like the sky is water and like these trees are on fire, it seems. The star over here is supposed to be the moon, but it shines like a sun. So according to some, that's because of, well, Vincent going mad, but doesn't matter the reason. It's a beautiful painting, absolutely fascinating painting, I think. À Saint-Rémy, il va un peu mieux, et c'est là qu'il peint aussi cet autoportrait, où il écrit à Théo que Théo forcément s'inquiète pour son frère, et Vincent lui dit « Non, mais c'est vrai, je vais beaucoup mieux, je te rassure, et d'ailleurs, je t'envoie cet autoportrait, tu verras, ça te dira mieux que tous les mots à quel point je me soigne, à quel point ça va mieux. » Et effectivement, on voit des couleurs très douces, un regard, je dirais pas qui va bien, mais un regard franc et qui regarde droit devant lui, et des couleurs, un tableau qui n'est pas torturé, quoi, ou pas trop par rapport à d'autres. So that time in Saint-Rémy de Provence is for Vincent. It's a time where he actually does feel better. He doesn't have to go out so much. He doesn't have to cope with society and so on so much. And he writes to Theo that he's actually going very much better, and that better than saying that with words, he wants to say it with that painting, especially that he sends to Theo. And he says, just look at the colors, look at the way I look, the way I painted myself, and you can tell that I'm getting actually better. So that goes for 1889. He keeps on painting, and we go straight to 18. Oh, I have a question, sorry. Was it the painting La Nuit Étoilée that inspired Don McLean to write that song Starry, Starry Night about the life of Vincent van Gogh? Je ne sais pas si vous connaissez la chanson Starry, Starry Night, mais je vous invite à l'écouter de Don McLean, à l'écouter après la conférence, parce que ça fera une très bonne conclusion à la conférence. Je ne sais pas si c'est cette chanson qui a inspiré Don McLean. En tout cas, mais la chanson parle de Starry Night et de Vincent et de toute sa vie et de toute la folie et le génie de Vincent van Gogh. Et quand on réécoute la chanson, en ayant toutes les informations, on comprend mieux aussi la beauté de la chanson qui est belle. Mais oui, c'est La Nuit Étoilée et Starry Night, c'est la même chose, effectivement. So yes, it's probably the painting. La Nuit Étoilée is the painting Starry Night. And probably the one that inspired the song. And if you want to listen to it after the talk, it's a beautiful way to finish the talk because it's a beautiful song. Jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas trop dit, mais Vincent, donc il peint de son côté, il peint compulsivement, il n'arrête pas de faire des œuvres, mais il ne vend rien du tout. Il n'a jamais vendu de toile, sauf une seule, raconte-t-on, qui est La Vigne Rouge, qui est ce tableau. So I didn't really say it, but I just showed you a lot of paintings by Vincent van Gogh, and I told you that Theo was helping him financially, and Vincent was painting all the time. But I didn't tell you if he had any success, and you might know that actually the sad thing about Vincent is that he never ever had success, really great success in the public with his artworks. And the legend says that
he only sold one painting, which is this one in 1890, and which is a red vineyard, and a painting painted in November 1889. I said the legend because some say that he actually sold a couple of others painting, but nobody's really sure about that. The only one we're sure about is this one, and it was sold for 20 francs, for 400 francs, which is not that much, but okay. Donc on n'est pas complètement sûr que ce soit vraiment la seule toile qu'il ait jamais vendue, mais on pense que c'est quand même le cas, et c'est la seule pour laquelle on a une preuve de vente en tout cas. Et je vous l'ai mise ici, au moment on est en 1890, et je vous en parle en 1890, parce qu'en fait, elle va être vendue lors d'une exposition en Belgique, et c'est la première exposition dans laquelle Van Gogh va vraiment exposer en tant qu'artiste. Et pour lui, c'est un peu le début du succès, c'est en 1890, on lui demande d'exposer ses œuvres avec d'autres artistes avant-gardistes comme Toulouse-Lautrec, Signac, en Belgique, dans le Cercle des Vins. Donc, c'est un peu un début de reconnaissance enfin de ses toiles. Et c'est dans ce cadre que quelqu'un va voir sa toile et va dire « Oh, j'achète ». So I showed you that painting when we were talking about 1890, because even though it was painted in 1889, because 1890 is when Vincent was asked to send some artworks for an exhibition in Belgium, which is the first time when actually somebody asked him to send artworks to exhibit amongst other avant-garde artists. And it's a beginning of a tiny bit of success for him. And he's exhibiting with Toulouse-Lautrec and with Signac and with other great artists. Et pour la petite anecdote, parce que j'ai trouvé ça assez frappant, je vous ai dit qu'il n'avait pas beaucoup de succès auprès du public, mais il avait quand même énormément de succès avec certains artistes qui l'admiraient beaucoup et qui reconnaissaient le génie de Van Gogh. Et quand il a exposé donc en Belgique, lui, il n'était pas présent, mais il y a un artiste qui a refusé d'exposer ses toiles si le travail de Van Gogh était à côté. Il a dit, moi, si Van Gogh expose, je ne présente pas mes tableaux. Et Toulouse-Lautrec a dit à cet homme, si tu ne retires pas tes mots, si tu ne reconnais pas le génie de Vincent, je te provoque en duel et je te tuerai. Et Signac a dit, et si Toulouse-Lautrec meurt dans le duel, je prendrai sa place et je te tuerai. Et ça vous montre aussi qu'en fait, il y avait au milieu des artistes modernes, des grands noms de l'art, un immense respect pour le travail de Vincent, même si ces toiles n'ont jamais vraiment été vendues et même si Vincent Van Gogh n'a jamais vraiment connu ce succès, n'a jamais su à quel point il était admiré. So I'm just going to repeat that in English. So we know that Vincent didn't really have any success with the public and he never really sold anything. That doesn't mean that he wasn't respected amongst other great avant-garde artists. And one big proof of that is a very nice anecdote that I want to tell you, is that when he exhibited in 1890, he wasn't in Belgium at the time. And then when one artist of the exhibition that said that Vincent's work was ugly and that he refused to exhibit his artwork if Vincent van Gogh's artwork were next to him. And Toulouse-Lautrec stood up and said and yelled, actually, if you don't take back these words, I'm going to duel you and I'm going to kill you. And then Signac stood up and said, and if Toulouse-Lautrec dies, I will duel you and I will kill you. And then that artist had to take back his words and, well, he was excluded from the exhibition afterwards. So that proves also the respect that Vincent had amongst his peers. Je vais finir la conférence du coup avec la dernière toile, puisqu'on arrive à la fin de l'heure. Donc, on est en 1890. Je vous ai dit que Vincent commence à avoir du succès. Malheureusement, ça va être la fin pour lui à ce moment-là, en plein début de sa carrière, puisqu'il va, en 1890, en juillet 1890, il va se suicider, on pense. Certains disent qu'il a pris une balle perdue et que voilà, mais en tout cas, dans ses lettres, il y avait vraiment des pensées suicidaires et donc
c'est hautement plausible qu'il se soit suicidé d'un coup de revolver le 27 juillet 1890 et il meurt 2 jours plus tard, le 29 juillet 1890. So it's a very sad story, Vincent van Gogh's story, because I just told you about the beginning of his success and how he got a little bit better in his mental health and so on. The thing is, 1890 is also Vincent van Gogh's death, because in July 27th, he shot himself. The story says, some say that he didn't actually shot himself, but actually got shot by accident. But what's for sure that when you actually read Vincent's letters, he's really, really depressed, and it's highly possible that he actually took his own life. So in the 27th of July, he shot himself and he died two days later. And one of the last paintings that he painted is this one. Donc un des derniers tableaux qu'il ait peint, c'est celui-ci, le champ de blé au corbeau, en juillet. Et ça vous montre aussi ce que je vous disais, l'état de dépression profonde de Vincent, où on sent une menace très forte, on sent une angoisse très forte, qui fait que ce tableau, quand on le voit, il est très fort en fait. Quand on le voit, ça crée une angoisse. Et moi, là, pour l'avoir vu, on n'a pas envie de rester trop longtemps devant, quoi. On sent que ça va pas bien pour Vincent. So one of the last paintings that he painted is this one. Which is kind of famous because some say that it's actually the proof that he got committed suicide, because it's so dark and you can really feel that there is a big pressure on him, a big threat. We don't know which one, but there is a lot of fear in that painting. And when you see it in real life, you can also feel it. It's kind of stressing. It's really hard to look at, I think. Quand Vincent van Gogh est mort, 3 mois plus tard, son frère Théo va mourir à son tour de syphilis, mais aussi probablement parce que son frère était mort et qu'en fait il avait tellement associé sa vie à celle de Vincent. Certains pensent que la mort de Vincent a provoqué la mort de Théo van Gogh. Et en fait, à la mort de Vincent et de Théo van Gogh, c'est Johanna, la femme de Théo, qui va décider de reprendre le flambeau un peu et de faire connaître le travail de Vincent van Gogh. Elle va publier les lettres et toute la correspondance de Vincent. Elle va organiser des expositions avec les tableaux de Vincent van Gogh. Elle va commencer à vendre les toiles de Van Gogh. Et c'est Johanna qui va faire de Vincent van Gogh la légende qu'il devient ensuite, parce qu'elle va le rendre célèbre dans le monde entier et elle va le défendre toute sa vie pour qu'il soit connu et qu'on reconnaisse le génie de Vincent. So when Vincent died in July 1890, 3 months later, Theo van Gogh died as well, from syphilis, but some say it's also because Vincent died and Theo couldn't keep up with that. So when Theo and Vincent died, Johanna was left alone, Theo van Gogh's wife, and that's her who made actually Vincent van Gogh famous, because she published all the letters that Vincent had wrote throughout his whole life, and that's a lot of letters, trust me. But also she started to exhibit Vincent van Gogh's artworks. She started to publish about it. She started to talk about it. She started to really make him famous throughout the whole world and built the legend that Vincent van Gogh became afterwards. And that's also thanks to her that you know about him, that he became such the artist and one of the most expensive artists of all times that he is today. Voilà. Y a-t-il des questions par rapport à tout ça sur des slides ou des questions plus générales? Is there any question about one painting in particular or just general questions? Peut-être que j'ai manqué des questions. Oui, non, c'est bon. Pas de questions? No questions? Je vois de Kate, merci pour cette présentation. Merci à vous tous. Merci à vous tous pour votre attention, pour vos questions dans le chat.
Et n'hésitez pas si vous en avez, sinon je laisse la parole à Estelle. So thank you to everyone for everything, for your questions, for your attention. And so if you have any question, I'm here. And otherwise, I'm just going to let Estelle with the final. Oh, there is a question de Diane. Pourquoi le public a accepté les œuvres de Vincent après sa mort? Why did the public actually accepted Vincent's artwork after his death? Parce que dans l'art, en fait, on n'en a pas forcément conscience, mais l'art, c'est beaucoup de la communication et du marketing, au fond. Et en fait, Vincent avait du talent. Il avait un talent incroyable et c'est un artiste que j'adore. Mais vraiment, c'était un artiste aussi qui a une vie complètement folle et qui a fasciné le public pour sa vie, pour la brièveté de sa vie et de son parcours. Et parce que aussi, ensuite, Johanna a fait un très bon travail pour rendre célèbre Vincent. Et c'est en fait pour ça que le public l'a connu et reconnu. C'est à la fois parce qu'il avait du talent et du génie, mais aussi parce que Johanna a fait un très bon travail marketing. Et en fait, l'art et les célébrités dans l'art, c'est un combo de ces deux éléments-là. So basically, it's because Vincent had a lot of talent. So that's the first thing. And that doesn't actually make you famous, but that makes you a great artist. And to become a famous great artist, you need the second thing, which is marketing and communication. And that's what Johanna brought because she made him famous. She created the life, the legend. And also Vincent van Gogh's life is completely fascinating because it was so short, so intense, so extreme in every single step of his way. It was extreme. And yeah, that's amazing. So how could you not be fascinated by him, I guess? Sally Gibson dit que je lui ai montré plusieurs toiles qu'elle n'avait pas vues. So Sally Gibson, you said that you saw a couple of paintings you never seen before. Ça me fait très plaisir parce que c'est toujours compliqué sur 1 heure de présentation de faire quelque chose où vous découvrez vraiment des éléments, des histoires. C'est très court et Vincent Van Gogh, on peut en parler pendant 4 heures. Donc ça me fait plaisir qu'il y ait eu évidemment les chefs-d'œuvre qu'on connaît, mais aussi des toiles que vous ne connaissiez pas. So I'm very, very happy if you've discovered things because it's very hard for me to say everything in an hour, and also I never do it in 1 hour. I'm sorry about that. And it's always great news if you actually discovered things and also see maybe the masterpiece that you knew before. Thank you for that, for telling me. Sally Gibson demande What is the best book about Vincent van Gogh? Quel est le meilleur livre à propos de Vincent van Gogh? No idea. J'en ai aucune idée, je suis désolée. Moi, je travaille sur différentes sources. Je vais vous montrer, attendez. Voilà. Moi, j'ai ça qui est très bien, très, très bien. Et je travaille dans cet ordre-là. Ça, c'est super, c'est une bonne base. Mais après, de toute façon, comme pour tous les livres, il faut croiser les sources, il faut lire plein de choses et se renseigner un peu partout parce que personne ne raconte tout. So I have no answer for the best book about Vincent van Gogh. I just can tell you that I'm working with that. But not only because if you only work with one thing, you never get the whole information. Well, you never get the whole information anyway, but you need to read different things to actually make sure that it's not complete garbage what you're reading. So, yeah. Sorry. Bon, je lis tous vos remerciements. Un grand merci à vous et je vais laisser Estelle clôturer la session. Eh bien, merci beaucoup, Ophélie. C'était très, très intéressant. On espère que ça vous a tous plu, autant qu'à nous. Thank you very much, Ophélie. It was very interesting. We hope you enjoy it and that you'll learn a lot about Vincent van Gogh. And you can find our next event on our website. So
We hope that we can see you soon for another talk with Ophélie.